Et si on n'était pas à la première version de la civilisation? Imaginez un instant que l'humanité ait déjà atteint des sommets incroyables, pour ensuite être effacée, reconstruite et puis oubliée. C'est une idée assez vertigineuse, hein? On va explorer ça ensemble. L'idée que notre histoire, ce n'est pas une ligne droite, mais peut-être un cycle qui se répète sans fin. L'histoire qu'on connaît tous, celle qu'on apprend à l'école, c'est une belle ligne droite. Une longue ascension, sans interruption, des grottes jusqu'à nos gratte-ciel, des premiers outils en pierre jusqu'au smartphone. C'est une histoire de progrès constant. Et nous, on serait l'aboutissement ultime de tout ça. Mais et si cette chronologie n'était en fait que le tout dernier chapitre d'un livre bien plus épais? Un livre où des civilisations entières ont disparu et sont réapparues, où l'humanité a grimpé très haut pour ensuite retomber dans l'oubli, encore et encore. Alors là, ça change complètement la perspective, n'est-ce pas? Le passé ne serait plus juste un musée à visiter, mais un avertissement. Parce que si ça s'est déjà produit, la vraie question, ce n'est plus si ça va se reproduire, mais bien quand. Bon alors, plongeons ensemble dans les mythes, les ruines et même les silences de notre passé. On va essayer de voir si notre monde n'est vraiment qu'une version parmi d'autres dans une longue série de civilisations oubliées. Alors, les toutes premières pistes, elles ne sont pas gravées dans la pierre. Non, elles sont plus subtiles. Elles sont dans notre mémoire collective. Ce sont ces histoires qui ont réussi à survivre aux catastrophes, transmises comme des échos à travers les âges. Pensez à ça, quasiment toutes les cultures sur Terre, mais vraiment partout, racontent une histoire de déluge. Et attention, on ne parle pas d'une petite inondation locale, non. On parle d'un déluge cataclysmique qui a tout submergé, même les montagnes, et qui a failli tout anéantir. L'explication classique, c'est de dire que ce sont des exagérations. Mais quand on voit que ces récits sont partout, on peut se demander s'il n'y a pas autre chose. Et c'est là que ça devient vraiment troublant. Regardez ces similitudes. À chaque fois, un avertissement divin, un héros qui construit un bateau et juste une poignée de survivants. On a des cultures qui n'ont eu aucun contact, séparées par des milliers de kilomètres et des siècles, qui racontent fondamentalement la même histoire. Simple coïncidence? Ou est-ce que c'est le souvenir déformé d'un vrai événement planétaire, comme la fonte des glaces il y a 12 000 ans, qui a fait monter les océans de manière radicale? Cette citation, elle est tirée de l'histoire de l'Atlantide, racontée par Platon, et elle est juste essentielle. Elle sous-entend que ces mythes ne sont pas de simples histoires pour faire peur, mais de véritables archives historiques, même si elles sont déformées. Ce prêtre égyptien, il disait que leurs archives, à eux, gardaient la mémoire de plusieurs destructions, certaines par l'eau et d'autres par le feu. Parce que oui, le déluge, ce n'est qu'un type de reset. Il y a plein d'autres cultures, des Grecs anciens jusqu'aux Hopis en Amérique du Nord, qui parlent de mondes qui se sont terminés non pas sous l'eau, mais dans un brasier. Des histoires de chaleur si intense qu'elles faisaient fondre la pierre, de feu qui tombait littéralement du ciel. Et là, la science moderne vient peut-être nous donner une clé. C'est l'hypothèse de l'impact du Dryas récent. Elle suggère qu'une comète aurait pu exploser au-dessus de l'Amérique du Nord il y a environ 12 800 ans. Ça aurait déclenché des incendies gigantesques sur des continents entiers et paradoxalement plongé le monde dans un refroidissement brutal. Si c'est vrai, alors les mythes ne sont plus des fictions, ce sont des témoignages. Bon, on a parlé des mythes, mais passons aux preuves physiques, au concret. Parce qu'il y a des constructions partout dans le monde qui ne collent, mais alors pas du tout avec la chronologie officielle. Prenons Göbekli Tepe en Turquie. Ce site, c'est un vrai casse-tête pour les archéologues. Il a presque 12 000 ans. C'est plus vieux que l'écriture, la poterie et même l'agriculture. Pour construire ça, il a fallu des centaines de personnes, une organisation sociale hyper complexe, bref, un niveau de civilisation qui, d'après nos manuels d'histoire, n'était tout simplement pas censé exister à cette époque. 800 tonnes. C'est le poids d'une seule des 3 pierres de fondation à Baalbek, au Liban. Pour qu'on se rende compte, les plus grosses grues qu'on a aujourd'hui auraient un mal fou à soulever un tel poids. Et le plus fou, c'est que les Romains ont construit leur temple par-dessus. Ça veut dire que ces blocs monstrueux étaient déjà là, placés par une civilisation qu'on ne connaît même pas. Mais le mystère ne fait que s'épaissir quand on regarde la précision du travail. Que ce soit à Baalbek, à Sacsayhuaman au Pérou, ou même à l'intérieur de la Grande Pyramide, on trouve des blocs de pierre taillés avec une précision millimétrique. Des surfaces parfaitement planes, des angles droits impeccables. Comment est-ce qu'on peut faire ça avec de simples burins en cuivre et des marteaux en pierre? C'est un fossé technologique qui défie toute logique. Et puis il y a cet objet, le mécanisme denticitaire. Retrouvé dans une épave, c'est la preuve quasi certaine d'un savoir perdu. C'est en gros un ordinateur astronomique qui a 2000 ans, avec des dizaines d'engrenages ultra complexes. On n'a rien revu de pareil avant 1000 ans plus tard. La question est simple. S'ils étaient capables de construire ça, qu'est-ce qu'ils ont bien pu construire d'autres qui étaient perdus à jamais? Parce que les indices d'un reset, on ne les trouve pas seulement dans ce qu'on découvre, mais aussi dans ce qui manque. Dans les immenses blancs de l'histoire et même dans les cicatrices cachées au fond de notre propre ADN.
Regardez cette frise, c'est l'un des plus grands mystères qui soit. Notre espèce, l'Homo sapiens, est là depuis près de 200 000 ans. Mais la civilisation, telle qu'on l'entend, n'explose que très très récemment. Alors pourquoi avoir attendu 190 000 ans? Ou bien est-ce qu'on n'a pas attendu du tout? Est-ce que ce grand vide n'est pas plutôt rempli des fantômes de civilisations passées complètement effacées par les catastrophes? Et la génétique, elle, nous raconte une histoire de quasi-extinction. Il y a 75 000 ans, le supervolcan Toba est entré en éruption, plongeant la Terre dans un hiver volcanique. Le résultat, comme on le voit ici, c'est que la population humaine s'est littéralement effondrée. On a été réduit à peut-être quelques milliers de personnes sur toute la planète. On est tous, absolument tous, les descendants de cette poignée de survivants. Et ça laisse des traces. Le fait est que, si on se compare à d'autres espèces comme les chimpanzés par exemple, les humains sont incroyablement similaires génétiquement. C'est la signature typique d'une population qui est passée tout près de l'extinction. Pas une seule fois, mais plusieurs fois. Notre ADN lui-même porte la mémoire de ces resets du passé. Toute cette exploration du passé nous ramène forcément à une question pour le présent. Si l'histoire est vraiment un cycle, où est-ce qu'on se situe, nous, actuellement? Et surtout, quelles sont nos propres faiblesses? Les menaces qui ont pu anéantir les civilisations d'avant, eh bien, elles sont toujours là. Un supervolcan comme Yellowstone qui se réveille, un astéroïde qui nous tombe dessus, une éruption solaire géante qui grille tous nos systèmes électroniques. Et à cette liste, on a ajouté nos propres créations. Le nucléaire, les armes biologiques, l'IA. Notre capacité à nous autodétruire, elle, est totalement inédite. L'histoire nous le montre sans arrêt. Les civilisations suivent un schéma. Elles grandissent, elles atteignent un sommet, et puis elles s'effondrent. Des Romains aux Mayas, c'est la même chanson. On aime bien se dire qu'on est différent, que notre technologie nous rend invincibles, mais cette certitude, cette arrogance peut-être, c'est justement notre plus grande faiblesse. Et c'est ça la question finale. Toutes ces ruines, ces mythes, ces cicatrices dans notre ADN, on peut voir tout ça comme des messages, des avertissements laissés par ceux qui étaient là avant nous. Des messages qui nous rappellent à quel point tout ce qu'on a construit est fragile. La vraie question, ce n'est peut-être pas de savoir si on peut empêcher le cycle de se répéter, mais si on peut au moins en tirer les leçons. Sommes-nous seulement capables d'écouter?